En manchette ce soir, les syndicats mettent la pression à la ville de Val-d'Or. L'école bleue et l'école blanc ont voté presque à l'unanimité pour un mandat de grève. Deuxième rencontre de la Fonderie Horn avec les résidents de Rouyn-Noranda. Ce qui est important, c'est qu'on a un bel engagement de tous pour rencontrer toutes et exécuter tous ces beaux projets. Et témoignage d'une présumée victime du séminaire Saint-Michel. Nous sommes vraiment contents que ce soit public. Ça nous fait du bien. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Lundi soir, lors d'une assemblée générale, l'école blanc et l'école bleue de la ville de Val-d'Or ont voté en faveur de moyens de pression et qu'Emilia, ça a été un vote presque unanime. Une centaine de membres locaux ont voté oui à 98,4 % et il faut mentionner que la convention collective est échue depuis 1 an et que les négociations pour son renouvellement ont été débutées à la fin du mois de mai dernier. Donc à ce jour, l'école blanc et bleu ont participé à 8 rencontres, mais il n'y a toujours pas eu d'entente sur les clauses normatives. Et plus tôt cet après-midi, je me suis entretenue avec une conseillère syndicale du syndicat canadien de la fonction publique. Ils étaient d'ailleurs en rencontre de négociation aujourd'hui. Je vous laisse l'entendre. À l'unanimité que les membres ont voté en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève jugée au moment opportun. Si je peux, je veux rassurer tout le monde, on n'est pas à l'aube d'une grève à la ville de Val-d'Or. Il y a beaucoup d'étapes encore possibles. Une des demandes importantes qu'on a, c'est au niveau des horaires de travail. Et quasi dans la totalité des services, on a des demandes pour changer les horaires de travail. Et Kémia, comment se déroulent les discussions avec la ville de Val-d'Or? Le syndicat en convient, les négociations se déroulent dans le respect, mais par contre, les membres aimeraient qu'elles se déroulent d'une façon plus accélérée peut-être. Donc, il faut préciser que la ville de Val-d'Or a reçu les demandes syndicales à la fin du mois de mai, avec une pause de négociation d'un commun accord durant l'été. Donc, les discussions ont été reprises au mois de septembre. La ville de Val-d'Or dit offrir sa collaboration, oui, mais mentionne qu'il reste encore des étapes à la négociation. On me dit, moi, qu'à date, les rencontres se font dans le respect. C'est le souhait de la ville de Val-d'Or. Il y a des enjeux qui sont mutuels, si on parle juste pour la retention des employés. On a quand même toujours à la ville de Val-d'Or eu une très bonne collaboration avec les membres du personnel. On travaille tous ensemble. Alors, j'ai confiance que les choses vont se faire dans le respect et que on va pouvoir arriver là, au moment opportun là, à des bonnes décisions. Mélissa, 2 journées de négociation sont prévues les 12 et 13 décembre prochains. Le syndicat indique d'ailleurs que d'ici là, des moyens de pression pourraient être mis en branle. Parfait, on va suivre le tout. Merci, Kémilia. On passe dans le dossier de la qualité de l'air maintenant. La Fonderie Horn a tenu une rencontre publique d'information sous forme d'exposition au Centre des congrès de Rouyn-Noranda hier soir. Et plusieurs experts du domaine de l'ingénierie et de l'environnement étaient derrière des kiosques pour présenter les projets futurs. Kimberly Hall. Être plus transparent envers la communauté, c'est ce que Glencore souhaite accomplir en organisant des rencontres publiques d'information. Une dizaine de kiosques étaient installés avec des experts de plusieurs départements pour expliquer leurs projets et objectifs à long terme. Les citoyens ont grandement apprécié cette exposition. Je trouve que c'est bien, ça informe le monde de tout le nouveau et le renouveau. Ceux qui sont plus considérés dans la zone tampon, je pense qu'ils ont des questions, là, c'est le temps. On voit qu'il y a beaucoup d'améliorations et qu'il y a une nouvelle pensée au niveau des industries pour alléger le climat. Tu as les bons coups aussi, tu n'as pas juste les mauvais coups. Fait que je trouve ça intéressant là-dedans. J'aime bien me faire une opinion en voyant les deux côtés d'une médaille. Lorsqu'on peut poser des questions et pas simplement prendre connaissance de l'information qu'on nous donne, bien, c'est beaucoup plus intéressant. Les résidents de Rouyn-Noranda ont pu aussi s'informer sur le projet de modernisation à Aéris, qui est la plus grande transformation de l'histoire de la Fonderie Horn. On pouvait également en apprendre plus sur le recyclage des métaux, le traitement des lacs et les stations d'échantillonnage d'air. Vous avez vraiment, je vous dirais, un bon mélange, un bon mix de toutes les différentes disciplines, puis d'expérience aussi. Fait qu'on a des gens qui sont arrivés dernièrement, mais on a aussi des gens là, de 10, 15, 20 ans d'expérience qui sont ici ce soir avec nous. Bref, c'est une formule qui fonctionne bien, selon Vincent Plante. On l'a fait la première fois en juin dernier. J'étais présent aussi. Là, ça faisait pas longtemps que j'avais joint l'organisation. Puis on a demandé la rétroaction des gens. Les gens ont vraiment apprécié. Puis ça leur a vraiment amené une belle
je vous donne une belle dynamique d'échange avec les gens. Puis parce que c'est pas juste pour les gens, mais pour nous aussi, ça nous donne l'occasion aussi de comprendre les préoccupations, les inquiétudes que les gens ont ici dans la communauté. Fait que ça nous permet de cibler un peu plus les moyens aussi pour les prochaines fois, de comment on peut s'ajuster et s'améliorer. Vincent Plante souhaite organiser ce genre de rencontre publique d'information environ 2 fois par année. Il rappelle qu'en tout temps, un bureau communautaire est disponible depuis cette année pour les citoyens ayant d'autres questions. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On vous en parlait hier des 6 ex-pensionnaires qui dénoncent Joseph Guyot et Maurice Magnan, 2 prêtres du séminaire Saint-Michel de Rouyn-Noranda, qu'ils accusent d'abus sexuels. Eh bien, l'un d'entre eux, Julien Rivard, témoigne sur nos ondes aujourd'hui. Entrevue d'Yvon Moreau. Vous dites, oui, on veut dénoncer, mais en même temps, le but n'est pas de salir la réputation d'un séminaire qui a fait du bien. Nous reconnaissons tous, les 6, avoir reçu sous plusieurs aspects une solide formation, très solide formation, qui nous a servi toute notre vie, qui nous sert encore. Le séminaire a fait beaucoup de choses, mais il y a des lacunes importantes. Il y a eu des abus sexuels qui, nous sommes convaincus, n'ont pas eu l'importance de ce qui est arrivé dans plusieurs autres institutions, mais il y en a eu. Et puis, nous pensons qu'il y a eu aussi des abus psychologiques assez graves. Il y avait une conception des femmes incroyablement misogyne. Les femmes étaient, par certains, pas par tous, il y en a qui sont surpris d'apprendre ça, mais qui étaient présentées comme des objets de péché, même par l'évêque. Il y avait 2 personnes qui étaient visées, là. Joseph Guyot, qui pourtant a été un personnage canonisé presque à Évin et dans le diocèse. C'est un homme qui a fait du bien à beaucoup de gens, mais c'est aussi un homme qui a fait du tort, et du tort certainement plus sur le plan psychologique que sur le plan sexuel. Vous ne faites pas ça, je le rappelle, dans les 6, là, vous n'espérez pas recueillir d'argent suite à ça. Ce n'est pas une poursuite aux criminels, c'est une dénonciation publique, c'est tout. C'est exactement ça. Une des demandes que nous avons, c'est que le diocèse soit plus transparent sur la question des abus et ne pas simplement l'enfermer dans une démarche à l'interne qui n'a rien de public. Alors, il pourrait y avoir sur son site Internet les dénonciations qu'il y a eu, et si les gens veulent que leur nom apparaisse ou s'ils veulent que leur témoignage soit public, bien, que ce soit sur leur site Internet, qu'il soit transparent. C'est pas de l'argent qu'on veut, c'est de la transparence, et de cette façon-là, on prévient les abus à venir parce que le fait que ce soit public, ça élimine pratiquement les risques. Le CRTC poursuivait aujourd'hui ses audiences publiques dans le but de moderniser le système de radiodiffusion actuel. Et plusieurs médias de la région, dont RNC Média, étaient sur place afin d'exposer notre réalité. Et au même moment, on apprend que Google et le gouvernement fédéral se sont finalement entendus au sujet de la loi C-18. Voici le compte-rendu de Charlotte Tremblay. Ces audiences publiques orchestrées par le CRTC dans le but de moderniser le système de radiodiffusion s'inscrivent dans un contexte où les géants du Web ainsi que les plateformes de diffusion en ligne gagnent de plus en plus de terrain. Ça fait en sorte que les salles de nouvelles locales sont confrontées à des défis qui menacent leur pérennité. Et c'est notamment la réalité chez RNC Média, le plus ancien radiodiffuseur privé au Québec. Nous, on verse des droits de licence, on a des quotas à respecter. Ces joueurs-là ne versent aucun droit et ne respectent aucun quota. Je pense que le CRTC doit reconnaître qu'il y a urgence d'agir. Alors que les coûts de production augmentent et que les revenus sont à la baisse, cette audience était l'occasion pour l'entreprise de démontrer cette urgence d'agir. Et la première étape de ce processus-là, c'est vraiment de demander une contribution des gros joueurs numériques et de distribuer cette contribution-là aux joueurs indépendants et aux autres joueurs du système de radiodiffusion canadien. Et au même moment, on apprend que le gouvernement fédéral et Google se sont finalement entendus au sujet de la loi C-18, c'est-à-dire que les médias canadiens vont pouvoir bénéficier d'une compensation financière de 100 millions de dollars distribuée annuellement.
On a trouvé un terrain d'entente avec Google pour une compensation monétaire qui vaut 100 millions de dollars annuellement, qui est indexable. Et avec ça, Google va continuer de soutenir nos médias d'information avec des services d'une compensation non monétaire, mais ils vont continuer à faire ces ententes-là avec le collectif. La partie dont le gouvernement s'est occupé, c'est de s'assurer de la rémunération monétaire des médias. Et ça, pour la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, c'est le début d'une victoire. Là, je pense que cette nouvelle-là, en plus d'apporter une bouffée d'air frais avec de l'argent, apporte aussi un peu d'espoir, là, parce que là, on voit bien que cette bataille-là qui est menée depuis plusieurs années, bien, elle n'a pas été inutile. Toutefois, l'une des préoccupations qui reste, c'est de quelle manière cet argent sera distribué. Il y a certaines choses qui nous préoccupent un peu, le fait que ce soit un seul négociateur unique. Mais encore là, tant qu'on n'a pas vu le règlement, je ne peux pas aller plus loin dans mes commentaires. Je comprends que ça peut peut-être désavantager les plus petits joueurs, mais bon, on verra. D'autres détails viendront ultérieurement avant l'entrée en vigueur de la loi le 19 décembre prochain. Charlotte Tremblay, RNC Nouvelles, Gatineau. Sur le sujet des feux de forêt, le forestier en chef du Québec a dévoilé aujourd'hui son rapport sur l'impact des incendies de l'été dernier au Québec. Et Johan, il s'agissait plutôt de discuter des prévisions pour les prochaines années. Et vous allez voir quelques tableaux apparaître à votre écran qui résument un peu la situation en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. On parle de plus de 700 000 hectares qui ont brûlé dans les deux régions. Et là où ça pourrait se corser, c'est que selon les estimés du forestier en chef, bien, il y en a un peu moins de la moitié qui va repousser de façon moindrement satisfaisante ou que le reboisement sera simplement qualifié d'échec. Je vous laisse d'ailleurs entendre le forestier en chef sur ces chiffres. Lorsque c'est en échec, c'est qu'on estime que la forêt sera faiblement régénérée naturellement. Moindre, c'est que la régénération naturelle sera inférieure au peuplement intérieur, donc des ajustements au niveau des rendements forestiers. Et satisfaisante, c'est qu'il n'y a pas de problématique de régénération naturelle et de rendement qui est prévu. Maintenant, ce sont des estimations qui pourraient évoluer dans les prochaines années. Aujourd'hui, on ne possède pas en fait les données exactes pour dire quels endroits seront les plus touchés par ces enjeux. Parce que, bon, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le territoire affecté par les feux est très large. Là, on a eu des incendies, souvenez-vous, à Lebel-sur-Quévillon, à Nord-Métal, à La Reine, Chapais, Chibougamau, j'en passe. Donc, la progression des différents secteurs des régions sera surveillée de près pour les prochaines années. La vraie vie ne va peut-être pas se passer comme la prédiction est faite localement. On recommande aussi dans les recommandations plus détaillées d'effectuer des suivis pour voir comment cette régénération-là va reprendre, avec quelle intensité et à quel endroit pour planifier les travaux. On s'est passé beaucoup de travaux de recherche. On a une assez bonne, un modèle de prédiction de la régénération qui je pense, qui tient la route, là, qui va être assez aidant pour cibler les travaux des prochaines années, si on peut. Et à l'issue de son rapport, le forestier en chef recommande la diminution des possibilités forestières au Québec en fonction des territoires affectés, là, bien sûr. Donc, c'est un total de 2 % des forêts de la province qui est touchée, mais la majorité là, des secteurs qui sont touchés par cette recommandation-là, bien, se trouvent dans notre région. Merci, Johan. Et d'ailleurs, toujours dans le domaine forestier, la chaire en aménagement forestier durable célèbre son 25e colloque cette semaine à Rouyn-Noranda. Des ateliers et des conférences se sont présentés en collaboration avec l'UQAT et l'UQAM. Alexandre Cabana était sur place. Le milieu forestier s'est réuni mercredi au Palais des Congrès de Rouyn-Noranda. Les experts ont été conviés par la chaire en aménagement durable afin de présenter l'état des connaissances actuelles sur les forêts de l'Abitibi-Témiscamingue. Non seulement de présenter leur science, mais vous avez remarqué qu'ils tentent beaucoup de la vulgariser. Cet exercice-là, il est excessivement important parce qu'on veut s'adresser à ceux qui financent la recherche. Qui finance la recherche au Canada? C'est le public qui finance la recherche. Fait que le fait de faire des présentations comme ça, c'est que ça permet de retourner à la communauté qui finance nos projets, puis avec les différents acteurs sur le milieu. T'sais, pour moi, comme j'ai dit, je travaille sur les bandes riveraines, c'est des règlements qui viennent du ministère, fait que ça permet d'avoir des retours avec eux autres. Qu'est-ce qu'eux autres en pensent? C'est quoi les plans d'aménagement qu'on peut faire après? Mais aussi les compagnies, que ça peut les affecter directement. Les partenaires de l'industrie forestière étaient au rendez-vous. Un dialogue qui est devenu au fil des ans une tradition selon les organisateurs. C'est comme ça qu'on avance. On ne peut pas juste faire de la recherche dans notre coin. Il faut qu'on implique les partenaires pour qu'après ce soit intégré. Et ça, justement, en 25 ans, c'est quelque chose qui s'est très bien développé. Ce dialogue-là, c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Grande tendance en ce moment, on en parlait un petit peu tantôt, les changements climatiques, l'adaptation au feu, l'adaptation à la migration qui va arriver avec le Nord. Donc, tu sais, toutes ces affaires-là, c'est sûr que le fait d'avoir des travaux de recherche solides,
Ça permet d'avoir une meilleure fondation après ça pour les aménagements qu'on va faire dans le temps. Les étudiants qui présentaient mercredi leurs recherches provenaient de partout au Québec et même d'ailleurs. Une diversité saluée par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. D'avoir des étudiants internationaux, ça permet d'avoir des partages de connaissances super différents. Puis on a une très grande réputation à l'international pour la qualité des projets de recherche, le nombre de projets qu'on a. Énormément d'étudiants et d'étudiantes de très nombreux profils, de très nombreuses origines aussi, ce qui permet aussi d'amener beaucoup de gens en région. Un autre élément très, très fort de l'UQAC, c'est l'École d'études autochtones à Val-d'Or, qui a aussi avec les savoirs des Premières Nations. La création d'un centre d'observation de la forêt dans la région est dans la mire de la chaire. Les intervenants pensent qu'une mobilisation des connaissances sur la forêt pour le public serait un moteur pour le changement et la préservation de nos forêts. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. En santé maintenant, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue prévient la population d'une éclosion de COVID-19 dans ses installations. L'éclosion est en cours dans l'unité multiclientèle du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie. Et le port du masque est requis pour les visiteurs et personnes proches aidantes qui circulent sur l'unité et auprès des usagers. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, craignez-vous une recrudescence des cas de COVID-19 dans la région? Vous avez répondu oui à 63%. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Et c'est ce soir que le quatuor Tocadéo sera de passage au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Pour souligner leur 15e anniversaire, la formation rend hommage à la musique d'ici. Plus de détails dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Investi au sein de l'entreprise familiale depuis 20 ans, Steve Beauséjour reprend les rênes de l'Intro Musique, un commerce fondé en 1988 par Pierre Beauséjour à Ville-Marie. C'est avec confiance qu'il compte offrir la même qualité de service professionnel qui a fait le succès de l'entreprise, en plus de poursuivre le développement des projets d'installation audiovisuelle dans les secteurs institutionnels et commerciaux. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Stéphanie, la formation Tocadéo va nous offrir un spectacle fort en émotion. Oui, et je vous avertis tout de suite, les murs du Théâtre du Cuivre vont trembler parce qu'on reçoit le quatuor Tocadéo ici à Rouyn-Noranda. Ils vont nous présenter leur spectacle pour leur 15e anniversaire. Eux qui ont formé leur groupe il y a des années, ils sont très contents d'être de passage par ici. On va rendre hommage à la musique d'ici. On va pouvoir assister au plus grand succès de la musique québécoise et de la musique franco-canadienne également. Ils seront de passage pour les intéressés du côté du Théâtre Télébec de Val-d'Or dès demain. Et j'ai été à leur rencontre pour savoir à quoi on peut s'attendre concernant leur spectacle. Je dirais d'emblée que les gens qui ne connaissent pas Tocadéo, qui croient qu'ils s'en viennent voir 4 chanteurs sérieux d'opéra, ils vont être très déçus parce qu'il y a vraiment autre chose que ça. Ils risquent d'avoir du fun un peu. Oui, voilà. Vous avez envie de passer une belle soirée, entendre des belles chansons, de la grande musique, vivre toutes sortes d'émotions, parce que c'est vraiment notre motto qu'on se donne à chaque spectacle qu'on monte, c'est de faire vivre des émotions aux gens, que ce soit le rire, le plaisir, danser, les larmes aussi, des grandes chansons plus tristes aussi. Donc, c'est vraiment un spectacle très, très varié. Vous allez passer par toute la gamme des émotions, puis... on a bien du plaisir ensemble sur scène, puis je pense qu'on aime ça le transmettre, puis de communiquer ça avec le public aussi. Et Stéphanie, ce matin, c'était le dévoilement du résultat de la campagne de biscuits sourire Tim Hortons Amos au profit du fonds Ange Gardien Arikana.
Oui, c'est tellement un beau geste de la part de cet organisme-là. Écoutez, la mission, c'est de venir en aide aux élèves démunis du centre de service scolaire Arikana. On a quand même été capable d'amasser la somme de 7 200 $. Ça va servir à aider les jeunes, que ce soit pour du matériel scolaire, pour des vêtements ou de la nourriture. C'est vraiment une mission qui leur tient très à cœur. Honnêtement, on s'attendait à ce que ça fonctionne bien, mais à ce point, c'est vraiment surprenant et surtout satisfaisant. Puis on s'adresse à tous les élèves du centre de service Arikana. Ça va de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire et la formation professionnelle y compris. Alors, on balaie un bon nombre d'élèves. Et puis, on a des anges gardiens dans chacun des 23 établissements scolaires. Alors, en grande partie, c'est souvent des enseignants qui identifient de façon très discrète les élèves qui peuvent avoir besoin. Et puis, il y a des gros besoins. Depuis 2016, on a donné pour les élèves autour de 416 000 $ de biens et services, oui. Et pour terminer, le Théâtre des Esquerres d'Amos a annoncé une nouvelle date supplémentaire concernant la pianiste extraordinaire Lydia. J'ai la misère à dire son nom, ben oui, Alexandra, ça ressemble pas pantoute à Lydia. Alexandra Streliski qui sera de passage le 31 mai 2023. Si vous voulez vous procurer des billets, la vente va se faire dès demain. Vous pouvez aller directement à la boutique ou sur le site ticketaccès.net. Bon spectacle! Merci Stéphanie. La Rwanda-Rwandienne Sarah-Eve Coutu-Godbout connaît une excellente première partie de la saison en Suède. L'attaquante de 26 ans évolue présentement à Frölunda. On vous dit tous les détails dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Sarah-Eve Coutu-Godbout connaît une excellente première partie de saison en Suède. L'attaquante de 26 ans évolue présentement à Frölunda. En 18 parties cette saison, elle a obtenu 10 points, dont 4 buts et 6 passes. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Et à la météo, Stéphanie, est-ce qu'on aura le droit à encore de la neige? Et en bon québécois, pour l'ensemble des secteurs, on a quand même 2 à 4 cm de neige qui devrait tomber pour ce soir et cette nuit, avec moins 3 degrés pour l'Abitibi, moins 2 degrés pour le Témiscamingue. Pour demain, 5 à 10 cm de neige pour l'Abitibi avec un max de plus 1. Neige qui se change en pluie pour le Témiscamingue avec un maximum de 3 degrés. Et retour du soleil pour l'ensemble des secteurs après-demain avec moins 6 degrés au nord, moins 5 degrés au sud. Soyez très prudents lors de vos déplacements. Merci Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Faites attention sur les routes et à demain.